Bonjour à toutes et tous. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui, donc 22 octobre, en direct ou en rediffusion ultérieurement pour ce webinaire pour un sujet d'actualité. En effet, Chapter Zero France a réuni pour vous un panel d'experts et de praticiens impliqués dans la transition environnementale, partager leurs expériences, des bonnes pratiques et des réflexions sur la fameuse CSRD, cette Corporate Sustainability Reporting Directive, applicable à de nombreuses entreprises depuis le 1er janvier 2024. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran sur la page qui va apparaître, j'ai le plaisir d'animer un panel. Alors on va passer 2 slides. Un panel de praticiens impliqués dans la transition environnementale. Voilà encore une slide après. Voilà, un panel avec des points de vue complémentaires. Nous allons en apprendre plus sur la CSRD et nous aborderons des sujets comme l'équilibre entre respect de la réglementation et l'ambition sur le fond, le choix d'indicateurs ESG pertinents et bien sûr l'impact sur les conseils d'administration et leurs membres. Je vais laisser chacun se présenter lors de sa première prise de parole, mais je voudrais tout de même remercier pour leur présence et leur préparation de cet événement nos 3 panélistes. Donc Virginie Dupéra, directrice financière du groupe Arcadis et administratrice. Julie Marie, à ma droite, associée en durabilité chez Deloitte France. Et Olivier Moni, qui a été DG de Business Unit dans le luxe et les cosmétiques et qui est aujourd'hui également administrateur indépendant du groupe Interparfums. Je suis moi-même Philippe Elich, membre de Chapter Zero France depuis 2020, consultant en durabilité pour Risk and Trust, avec une vingtaine d'années d'expérience terrain des comités d'audit de groupes internationaux comme Danone, Ikea ou Publicis. Alors pour ceux qui découvrent aujourd'hui notre association, je vais vous dire quelques mots rapides sur Chapter Zero. On a aperçu les slides, donc on revient à la première, voilà, qui vous indique et qui souligne que nous sommes une communauté engagée d'environ 200 membres, dont 175 administrateurs. Nous croyons à l'importance de la gouvernance des entreprises pour contribuer à lutter contre le bouleversement climatique et plus largement les enjeux de notre planète, en s'appuyant sur les principes de l'initiative Gouvernance pour le climat, donc la CGI, développée en 2018 par le World Economic Forum. Donc nous sommes aujourd'hui là pour apprendre, ensuite, grâce à ces éléments, agir et influencer. C'est par la mobilisation des administrateurs que nous pensons qu'on peut aider à faire face à ces enjeux climatiques et environnementaux, y compris de biodiversité, avec la COP en cours en ce moment en Colombie. Nous avons un nombre de partenaires et de supporters, de mécènes, que vous voyez ici. La page suivante va simplement vous rappeler que nous sommes en France un des chapitres parmi 72 pays représentés et déjà plus de 100 000 administrateurs indépendants de par le monde. Pour ce qui est du déroulement de notre session, donc sur la page suivante, je commencerai avec Julie qui va nous faire un bref tour d'horizon de la CSRD, qui est donc venue remplacer et élargir la Non-Financial Reporting Directive, qui était bien plus ancienne. Cela permettra à chacun d'avoir à l'esprit les points clés de cette directive européenne, qui va occuper un nombre croissant d'entreprises d'ici 2029. Ensuite, nous parlerons de l'application de cette directive en entreprise et des bonnes pratiques de mise en œuvre de tels projets. Puis, ensemble, nous discuterons de la gouvernance face à la CSRD, en particulier les responsabilités nouvelles des board members et les impacts attendus sur le conseil et ses comités. On conclura avec quelques réflexions de synthèse et on pourra à ce moment-là répondre en direct à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations ou commentaires dans le chat afin de rendre cette session aussi interactive que possible. Donc, il est temps, sans plus attendre, Julie, peut-être déjà que vous vous présentiez en quelques mots, puis de nous présenter les quelques visuels que vous avez préparés sur le sujet. Oui, merci Philippe. Donc, je suis Julie Marie, je suis associée sur les sujets sustainability chez Deloitte et en particulier, donc j'accompagne depuis maintenant 4 ans les entreprises sur la mise en œuvre des reporting ESG réglementaires et j'interviens aussi sur l'audit de l'information de durabilité, donc sur l'audit des DPEF jusqu'à présent et pour la première année, l'audit des rapports CSRD. Et j'étais membre du TEC de l'EFRAG, donc du groupe d'experts de l'EFRAG en charge de la rédaction des normes de reporting de durabilité qui s'appliquent en Europe. Donc pour vous présenter en bref cette directive CSRD, qu'est-ce qu'elle change pour les entreprises?
Peut-être avant, c'est important de se rappeler qu'elle s'inscrit quelque part dans le Green Deal européen, cette politique durable qui notamment a pour ambition que l'Europe soit le premier continent neutre en carbone en 2050. Et que dans ce cadre de ce Green Deal, il y a un volet tout particulier qui s'appelle la politique de finances durables, qui a vraiment pour vocation d'aider les entreprises, enfin d'appeler les entreprises à se mettre en mouvement sur la durabilité en orientant les flux financiers, les flux d'investissement vers des entreprises réellement durables. Et donc pour ça, la Commission européenne a publié tout un corpus de textes réglementaires. Donc vous avez certainement entendu parler de la taxonomie verte européenne, du devoir de vigilance, de la SFDR, secteur financier, donc la CSRD, vraiment une brique parmi l'ensemble de ce corpus qui axe vraiment sur la transparence de la performance de durabilité des entreprises sur les sujets de l'environnement au social à la gouvernance, avec 3 points importants, qui est que cette CSRD, elle est aussi arrivée, donc avant il y avait une autre directive, mais pour 3 raisons principales. Il y a eu une enquête et les besoins qui sont apparus sont vraiment un besoin de plus grande comparabilité des rapports de durabilité d'une entreprise à l'autre pour pouvoir comparer l'information. Une plus grande pertinence, donc d'avoir plus de fonds et de s'attaquer vraiment au sujet qui compte et plus de fiabilité de l'information, d'avoir une plus grande rigueur. Et c'était vraiment les 3 leviers qui ont amené la CSRD. Ce que ça change aujourd'hui en termes d'échelle. Donc, le champ d'application est plus large, mais il demande surtout aux entreprises d'avoir un spectre très large quand les entreprises regardent leurs enjeux de durabilité. Donc, de se projeter à plus long terme, on est au-delà des 5 ans, hein, on peut aller jusqu'à 10, 15, 20 ans sur des sujets climatiques. On regarde au-delà de son périmètre financier, on regarde aussi les enjeux de durabilité au sein de sa chaîne de valeur, en amont, en aval. Et on intègre, ce qui est vraiment aussi un fait assez nouveau, le point de vue des parties prenantes externes. Donc, que ça aille de la société civile aux ONG, aux académiques, aux parties prenantes vraiment affectées par le modèle d'affaires de l'entreprise. Donc, il y a vraiment ce changement net d'échelle. Pour répondre à la comparabilité, l'information, elle est vraiment précisée et normée. Donc, il y a des normes de reporting de durabilité, il y a 12 normes, dont des normes thématiques sur l'environnement, le social et la gouvernance, des normes générales sur l'entreprise et la façon dont elle gère la durabilité, qui sont d'application alors obligatoires par les entreprises, sous réserve que les enjeux soient matériels. Je reviendrai dessus après. Et il y a une intégration, je pense que c'est important aussi, autant que possible, des textes qui sont en cours de développement au niveau international. Il y a un board qui s'appelle l'ISSB, qui est le pendant qui est logé au sein de la fondation IFRS et qui publie des normes générales climat pour l'instant sur les sujets de durabilité. Donc il y a une certaine convergence entre ces normes européennes et ces normes internationales. Il y a une certaine convergence, elle n'est pas parfaite, mais ça va dans le bon sens. Le 3e point important, donc j'ai déjà évoqué, c'est vraiment la transparence renforcée. Donc l'information, déjà, elle est au sein du rapport de gestion. C'était déjà le cas en France, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays européens, y compris la taxonomie verte européenne. L'information, elle doit être vérifiée par un tiers indépendant avec une assurance limitée qui est portée sur ce rapport de durabilité. Et dans un second temps, l'information, elle va être digitalisée. C'est-à-dire que toute l'information publiée, comme pour les rapports financiers, elle sera disponible sur un espace digital européen, sur une plateforme sur laquelle l'ensemble des investisseurs ou parties prenantes pourront aller chercher l'information. Donc, une transparence vraiment accrue. Donc voilà un peu sur cette CSRD ce qu'elle change. Je pense que ce qui est très important quand on commence à parler de CSRD, c'est de comprendre peut-être une notion majeure qui est la double matérialité. Donc je disais, il y a 12 normes. Vous les voyez à droite pour les normes thématiques, 2 normes générales et 10 normes thématiques. L'objectif, c'est vraiment que l'entreprise puisse publier sur tous les enjeux de durabilité qui vont impacter de façon forte l'environnement et la société et les personnes. Donc, on va regarder la pollution d'une société industrielle et de ses sites peut-être industriels de production. On va aller regarder l'impact sur les personnes, ses effectifs, mais aussi les communautés locales. Et donc, l'entreprise est vraiment tenue de communiquer sur tous ces impacts sur l'environnement et la société à partir du moment où ils sont matériels. Le 2e prisme, c'est aussi de communiquer sur tous les enjeux matériels d'un point de vue financier. Donc, ils vont vraiment impacter le modèle d'affaires de l'entreprise à court, moyen et long terme.
qui vont avoir des effets financiers potentiels sur ce modèle d'affaires, donc avec ici un vrai regard sur la résilience de l'entreprise par rapport à ces enjeux de durabilité. Et donc, c'est en fonction de cette matérialité et de l'évaluation de ces enjeux, lesquels sont vraiment les plus importants. Par exemple, une société de service ne va pas forcément avoir l'enjeu pollution comme un enjeu matériel, ne va pas forcément avoir euh, l'enjeu économie circulaire, donc ça dépend. Mais donc, c'est à chaque entreprise vraiment de faire cette analyse pour évaluer quelles sont les normes thématiques et au sein des normes, quelles sont les informations obligatoires qu'elle devra publier. Et donc après, avec cette logique, il faut vraiment se dire, la CSRD, donc elle a quand même aussi été pensée, et avant tout, comme je disais, pour que les entreprises elles se mettent en mouvement. Donc l'objectif, c'est que sur tous ces sujets identifiés comme matériels, elle puisse présenter son évaluation, comment elle a évalué cette matérialité, donc sur le climat, par exemple, la résilience de ses actifs, euh, un certain nombre de risques de transition réglementaires, légaux, et comment là-dessus, elle a fait cette évaluation, par exemple, de risques physiques climatiques, de dépendance à la biodiversité. Face à ça, quelles sont les politiques qu'elle a mises en place, puis les plans d'action et les ressources qu'elle alloue à ces politiques, et enfin les cibles et les métriques pour suivre sa performance sur ces sujets-là. Donc il y a vraiment ce prisme de se dire, voilà mes enjeux matériels, donc c'est là-dessus que je vais communiquer. Et une fois que j'ai identifié ça, quelque part, comment j'attaque le sujet au sein de l'entreprise et je m'assure qu'il avance de la bonne façon par rapport à des objectifs que je me fixe. Je soulignerais que les enjeux matériels vous permettent d'ajuster donc, selon votre secteur et votre taille d'entreprise. Et en plus, pour les sociétés de petite taille, donc les small and medium enterprise, comme donnait la directive, il y aura des normes plus simplifiées qui sont en cours de développement. Donc il y a un concept de proportionnalité à plusieurs niveaux. Oui, tout à fait. Donc voilà un peu sur ce tour d'horizon de la CSRD. Merci beaucoup. Maintenant que le décor est planté, on va se tourner vers nos administrateurs et opérationnels pour évoquer leur approche face à... Je vais commencer par Olivier. Est-ce que tu peux également te présenter en quelques mots pour donner un peu de contexte et nous parler de ta découverte progressive ces dernières années et de ton approche de la CSRD? D'accord, bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis administrateur indépendant chez Interparfums. C'est une société qui crée et commercialise des parfums sous licence, comme Lacoste, Moncler, Jimmy Choo, etc., qui fonctionnent d'ailleurs très, 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 très bien. Et auparavant, avant d'être administrateur, j'ai essentiellement travaillé, comme tu l'as dit, au sein de l'industrie parfums et cosmétiques et dans le secteur de la mode. Et j'ai passé mes dernières 15 années de vie opérationnelle, exécutive, comme on dit, dans le groupe Chanel. J'ai été directeur général de RS et ensuite j'étais en charge de l'activité lunettes au sein de la division mode. Voilà. Et donc c'est justement dans cette dans ce dernier poste opérationnel que j'ai eu, pour reprendre l'intitulé du webinaire, à faire face à des reportings et qui ne s'appelait pas encore, enfin, par rapport à la CSRD, en tout cas des reportings en lien avec la RSE, puisqu'en fait, Chanel s'était évidemment engagé dans une démarche de transformation importante, et on était évidemment mobilisés, et ils sont toujours d'ailleurs, je pense, ils sont plus que jamais mobilisés, pour mettre en place un certain nombre de plans d'action. Et en fait, sur le périmètre dont je m'occupais, j'ai eu à mettre un certain nombre de plans d'action, notamment pour réduire de manière significative notre empreinte plastique, avec comme corollaire, évidemment, une baisse aussi de l'empreinte carbone. Et donc, naturellement, qui dit mise en place d'actions, résultat, dit évidemment reporting, mise en place d'indicateurs et validation par tel ou tel organisme. Donc, on a fait ça, évidemment, dans les règles. Donc, ça a été ma première découverte, si je puis dire, de la CSRD, avant la CSRD. Et puis ensuite, avant même d'être administrateur, j'ai eu des présentations sur la CSRD. Et là, je veux dire que les premières présentations étaient un peu inquiétantes parce qu'on nous présentait ça comme quelque chose de très compliqué, avec des centaines de lignes à devoir remplir, qui allait amener beaucoup de complexité dans l'entreprise. Ça voulait dire aussi engager des gens pour faire du reporting, alors qu'il vaudrait mieux quand même engager des gens d'abord pour faire les choses avant de faire le reporting. Enfin, c'était un peu caricatural, mais c'était un peu la perception qu'on avait de la CSRD. Et donc, moi, j'avais l'impression d'avoir en face de moi une espèce de boîte noire
à laquelle je ne comprenais pas grand-chose, quoi. Donc, j'ai eu envie de comprendre ce qu'il y avait dans la boîte noire, évidemment. Et donc, j'ai suivi des formations à titre personnel, mais j'ai aussi bénéficié de formations au sein du conseil d'administration dans lequel je suis, sur la CSRD en général. Et ensuite, on a zoomé sur la matrice de double matérialité, formation sur le plan de transition climat, sur la biodiversité, etc. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas la prétention d'être un expert de la CSRD, loin de là. Mais en tout cas, je pense que j'ai un niveau de connaissance et d'appréhension du sujet qui me permet je pense, de fonctionner correctement, ou plutôt bien dans mon conseil. Enfin, voilà. Voilà ma petite expérience. Merci Olivier. À ton tour, Virginie, est-ce que tu peux te présenter rapidement, effectivement, et ainsi qu'Arcadis, contextualiser les informations et les recommandations que tu pourras partager? Oui, bien sûr, Philippe, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Dupeyrat, je suis le directeur financier et membre de l'executive board d'Arcadis. Arcadis, c'est une société néerlandaise qui a son siège social et qui est cotée aux Pays-Bas. Et qui, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, et j'imagine absolument tout le monde, car moi-même je ne connaissais pas Arcadis avant de les rejoindre, nous sommes en fait une société de conseil et d'ingénierie qui accompagne ses clients dans la gestion de leurs actifs, de l'imagination de l'actif finalement jusqu'au démantèlement potentiel, et qu'il s'agisse d'actifs construits, bâtis par l'homme, aussi d'actifs naturels. Et donc, notre champ d'action s'étend de la gestion du risque climatique et notamment de la protection, en fait, des différentes villes contre la montée des eaux. On a fait celle de Manhattan, par exemple, et on a fait actuellement, je crois, 3 km sur les 600 km qui sont en risque aux États-Unis, ce qui donne l'ampleur, en fait, du risque auquel on fait face aujourd'hui. Et puis, on va aller jusqu'à la construction d'usines ou de ponts, de bâtiments quelconques dans pas mal d'endroits. Donc voilà, donc du coup, la CRD, on va dire que chez Arcadis, c'est quelque chose qui... La réglementation est venue après l'envie et après l'idée, puisque c'est au cœur de l'ADN, en fait, de chaque Arcadien. Proposer un projet à son client, mais avant tout un projet durable. Donc, ça fait très longtemps que nous sommes une société qui fait du reporting non financier. On a été parmi les premiers à implémenter un logiciel de reporting particulier pour ça, à faire pression sur les différents éditeurs de logiciels de consolidation en disant, mais enfin, on devrait pouvoir avoir un truc maintenant qui nous permette de reporter à la fois notre information financière et non financière. Et progressivement, on en est venu à penser que tout ça, en fait, ne faisait qu'un et un seul. Et aujourd'hui, je suis bien malheureuse de m'appeler directeur financier parce que dans les faits, en fait, je suis en charge de l'information financière et non financière parce que pour parler de la performance et pour parler de l'histoire du groupe, il faut l'ensemble de ces indicateurs. On va- on- on a le temps devant nous pour échanger un peu plus. Peut-être Olivier ou Virginie, en termes de priorité sur la gestion de ce projet, comment un administrateur peut aider les exécutifs en place, et toi tu as un peu le double rôle, à faire avancer dans les temps. Là, on se rapproche maintenant de la phase où l'audit, et on va en parler dans un instant, va commencer, et la publication dans quelques mois, on doit commencer à y réfléchir. Est-ce que ces étapes se passent en parallèle, sont séquentielles? Est-ce que vous échangez avec d'autres entreprises pour caler les messages? Alors, nous, on a la particularité d'en avoir pas ou très peu de concurrents européens. Et donc, dans notre marché, la majorité en fait, des gens qui opèrent, ce sont des Nord-Américains. Donc, certes, la SEC a publié un certain nombre d'éléments, mais enfin, on n'est pas du tout sur le même sujet. Donc, on est un peu tout seul, on va dire, dans notre aventure de ce point de vue-là. Mais on échange bien sûr beaucoup à la fois avec notre auditeur, mais aussi avec Deloitte qui nous accompagne et avec d'autres. Et on travaille énormément en interne. On a travaillé avec le comité d'audit depuis maintenant 18 mois. On les a intégrés dans notre approche parce que le pire, ça serait de leur donner un draft à relire, peut-être. Alors, moi, j'ai ce que j'appelle la Christmas Edition. Tous les ans, j'envoie un draft du rapport annuel aux administrateurs à lire pendant la période des fêtes.
Donc ça, c'est très vilain si en plus on ajoute une Beauté de couche ce type. de CSRD sans avoir décortiqué avec eux avant ou avoir vraiment travaillé sur différents sujets. Donc de la même façon que le disait Olivier, on a travaillé sur la double matérialité d'abord, sur ce qu'on allait mettre dedans. On a fait, comme l'autorisait en tous les cas le recommandait l'AFM aux Pays-Bas, une prépublication de notre double matérialité cette année dans notre rapport annuel qui permettait un petit peu de se tester, de voir ce que d'autres faisaient, même s'ils n'étaient pas dans le même secteur. Ça nous a permis de travailler sur le sujet. Donc, on a vraiment séquencé avec d'abord cet élément de double matérialité qui, pour nous semblait finalement une grande nouveauté par rapport à notre façon de penser de l'information, notre façon de gérer la manière dont on communique de l'information dehors. Quand on pense à la performance d'une entreprise, on pense souvent à la performance et à tous les risques qui sont associés. On aime bien rester en termes vagues en matière d'opportunités ou en tous les cas, on ne les quantifie pas de la même façon. Et quand il s'agit d'informations prévisionnelles, nos lawyers nous font généralement mettre des disclaimers de 10 lignes avant de donner une guidance ou quoi que ce soit. Donc là, c'est vrai qu'on est dans quelque chose de différent et on a beaucoup réfléchi au niveau de cette importance de la double matérialité, de ce que ça pouvait représenter. Et pour une entreprise comme nous, bah, c'est des risques, mais c'est aussi énormément d'opportunités. Et comment on peut représenter ça dans cette matrice et comment on pourra la faire vivre et comment finalement cette matrice de double matérialité devient notre instrument de notre stratégie. C'est vraiment la pierre angulaire, comme le disait Julie tout à l'heure, ce qui permet de définir les enjeux que vous êtes en train d'adresser ou que vous avez déjà adressés depuis longtemps. Voilà, et je pense qu'une vraie question, je ne sais pas ce que Olivier en pense, mais qu'on s'est beaucoup posé et que nos administrateurs nous ont aussi posé, qui est un peu comme quand on a appliqué les IFRS la première fois, on y va à tâtons, on va essayer de faire quelque chose cette année dont on soit le plus fier possible, mais qui ne nous enferme pas non plus et qui permettent en fait d'avancer pour créer progressivement une communauté de place dans laquelle on se comprenne et on puisse dire, ben voilà, c'est ce que nous, on a compris quand la norme, l'avez-vous comprise de la même façon? Je crois que là, ça y est, on commence à voir arriver des publications des uns et des autres pour essayer de nous aider à converger de la part des Big Four, mais ça, c'est une vraie question. Alors, nous, enfin, dans la société Interparfums, on est concerné par la vague 2. Donc, c'est-à-dire une publication obligatoire de la CSRD en 2026 sur l'année 2025. C'est vrai que c'est mieux d'être français que Voilà. néerlandais dans ce schéma. On n'est pas soumis à la DPEF, même si c'est une société cotée. Et donc, aujourd'hui, les équipes opérationnelles sont en place et travaillent pour faire, si je puis dire, une CSRD à blanc sur l'année 2024, qui sera connue en 2025. Donc aujourd'hui, voilà, tous les voyants sont ouverts concernant la CSRD et le mode de reporting. Il y a même un nouvel outil qui a été intégré, des nouvelles ressources qui vont arriver, une nouvelle ressource qui va arriver aussi pour compléter l'équipe. Voilà, en termes de gouvernance, pour rebondir un peu sur la question de ce qu'on peut apporter, en termes de gouvernance, chez Interparfums, on a créé, donc le conseil d'administration a acté la création d'un comité RSE cette année, d'accord, avec l'arrivée d'une nouvelle administratrice qui a une expertise RSE et qui va présider ce comité RSE. Très bien. On en reparlera juste après sur justement les évolutions souhaitables, souhaitées, expérimentées. Mais donc, pour répondre à la question, ce qu'on peut apporter, je pense que techniquement, enfin, franchement, les équipes sont très compétentes pour le faire. C'est plus en essayant justement par rapport au sujet CSRD, à la matrice de double matérialité, s'interroger plus sur la matrice de double matérialité, comment elle évolue, et puis aussi poser des questions parce que on peut avoir des questions aussi sur la définition elle-même de la double matérialité. Hein. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, dans l'exercice. Je crois que sur le rythme d'avancement des projets, Julie va nous partager de manière anonyme les expériences que vous vivez avec vos clients, mais on voit que c'est peut-être une bonne pratique d'être déjà pour la vague 2 en rapport à blanc, ouais. Parce que nombreuses entreprises commencent et se lancent dans un projet de 15 à 18 mois. D'autres n'ont pas eu le choix non plus. Hein. C'est ça. Ouais.
Julie, des réflexions sur l'approche projet, des recommandations? Oui, sur l'approche projet, je pense qu'il y avait des sujets importants, qui est notamment la transversalité. Enfin, je Ouais. pense que sur la vague, de toute façon, tous les projets ont démarré. Mais je pense que ce qui est important, et on s'en est rendu compte que pour la vague 2, c'est d'avoir vraiment la bonne transversalité. Ça ne peut pas être l'apanage d'un département, ni même deux, ça ne peut pas être que finance et durabilité. En fait, beaucoup de départements sont concernés, l'environnement, les RH, la fonction achat qui a un rôle clé quand même sur tous les sujets de chaîne de valeur. Et après, bien sûr, tous des aspects contrôle interne, audit interne pour assurer la rigueur de l'information nécessaire jusqu'au système d'information. Et puis, bien sûr, aux opérationnels qui, après, sont embarqués sur tous les sujets de suivi des indicateurs, de monitoring, etc. Donc, c'est vraiment des projets extrêmement transverses. Et dans le phasage aujourd'hui, je pense que sur la vague 1, normalement, toutes les entreprises ont leur double matérialité maintenant. Elles ont normalement toutes nommé leur commissaire aux comptes. Et donc, je pense que là, on en est vraiment à se dire quelles sont un peu les options à réaliser, que l'année 1 ne sera pas parfaite, et avec pragmatisme à se dire comment je vais appliquer concrètement, quelles sont les options, les choix que je vais faire pour s'assurer que ce premier rapport il soit conforme dans un monde idéal. Alors, il ne sera peut-être pas parfait, mais en tout cas, qui coche les grandes cases de la conformité, et après, qui appuie sur les sujets essentiels, je pense en lien avec la stratégie de l'entreprise sur les sujets de durabilité, et que les sujets plus matériels soient bien représentés. Donc, je pense que c'est un peu là où en sont les entreprises aujourd'hui avec ces options, et les premiers échanges aussi, je crois que je reviendrai après dessus, avec les commissaires aux comptes, je pense, sont importants de commencer à prévenir un peu tous ces sujets avec le commissaire aux comptes, avec les autres parties prenantes pour préparer aussi la communication. Ouais, je crois qu'il est temps d'y venir, effectivement. Dans ces parties prenantes, il y a le rôle donc d'auditeurs de durabilité. Ce sont des auditeurs, alors, comme dit la directive, c'est des informations en matière de durabilité, donc des personnes qui peuvent travailler pour les CAC, c'est souvent le cas, les CAC de l'entreprise, ou pour des OTI, donc des organismes tiers indépendants. Je crois qu'on a une page pour nous présenter leur rôle. Voilà. En effet. Donc, du coup, pour faire un petit rappel sur le rôle soit du commissaire aux comptes durabilité ou de l'organisme tiers indépendant, en fonction du choix qu'aura fait l'entreprise. Donc, le commissaire aux comptes durabilité va porter son opinion et donner une assurance, donc on appelle une assurance limitée sur 3 éléments en première année. Le premier élément, c'est vraiment la conformité du reporting de durabilité et s'assurer qu'il est bien établi donc selon ces fameuses normes de reporting qui s'appellent les 2 ESRS. Le deuxième point sur lequel l'assurance va porter, et ce sera bien trois avis différents, le processus d'identification de l'information à reporter. Donc ici, il s'agit bien de l'analyse de double matérialité et de la fiabilité du processus de reporting. Et le troisième point, c'est les informations requises par la taxonomie verte européenne. Il y aura vraiment 3 opinions distinctes normalement dans le rapport de durabilité sur ces 3 sujets-là, double matérialité et finalement quelles informations produire, conformité aux normes et taxonomie environnementale. Et à partir de 2026, a priori, si la date ne change pas, il y aura aussi une assurance sur le tagging, donc l'information digitalisée. Là-dessus, et je crois que je reviendrai après sur le comité qui est responsable quelque part au sein de l'entreprise, qui est la responsabilité de ce rapport de durabilité en termes de phasing de projet. Donc, comme je disais, normalement, le vérificateur a été nommé. Je pense qu'à date, en général, il y a quand même un comité d'audit autour de l'automne. Donc, c'est bien d'y présenter le programme général d'audit pour les entreprises qui ne l'auraient pas fait. Donc, vraiment pour comprendre qu'est-ce que le vérificateur va regarder, quels vont être ses axes principaux. Et puis, c'est aussi une première prise de contact, si elle n'a pas eu lieu, pour après vraiment instaurer ce temps de dialogue pour comprendre les conclusions, les recommandations. Les entreprises comme les auditeurs savent que le rapport ne sera pas parfait en année 1. Donc après, les discussions à avoir, c'est vraiment comprendre toutes ces hypothèses, toutes ces options, comprendre aussi les éventuelles conséquences que ça peut avoir sur le rapport du vérificateur.
Je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Chacun se cherche un petit peu. On apprend en marchant parce qu'on veut être transparent, mais en tout cas, dans beaucoup de cas, on ne veut pas non plus trop en dire, pas se découvrir par rapport aux collègues et concurrents de la place. Mais sauf erreur de ma part, il y aura réglementairement parlant une certaine tolérance pendant un certain nombre d'années, non? Enfin, c'est pas... On oui, a beaucoup de discussions normalement, au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes sur ce sujet-là. Il y a des dispositions transitoires pour l'application, en tout cas, ça c'est sûr pour les entreprises. Aujourd'hui, dans les normes d'audit, il n'y a pas vraiment de dispositions transitoires. Hein. Donc, on essaie de voir comment, malgré tout, arriver à prendre en compte le fait que les entreprises, forcément, auront besoin de temps pour mettre en œuvre un certain nombre de sujets. Une gradation de l'assurance limitée à 1 jour à l'assurance raisonnable. De toute façon, celle-là qui n'est même pas encore. C'est la seule qu'on a. Ensuite, tout le reste se discute. Un témoignage sur la collaboration avec les moi je rebondis sur ce que vient de dire Julie. C'est un peu comme ça qu'on s'est organisé. Donc, de manière assez récurrente, on travaille avec le comité d'audit en ayant 2 fois par an des réunions dans lesquelles on fait exprès d'être loin, on va dire, des clôtures pour éviter les sujets réguliers qu'on a sur la table à chaque comité autrement. Et on fait un zoom sur quelque chose de particulier. Et donc là, mi-novembre, en fait, on aura un comité extensif dans lequel on va revoir toute la maquette du CSRD, valider la double matérialité définitive. Les commissaires aux comptes présenteront leur premier rapport sur la base de ce qui a été préparé et sur tout le squelette et les contenus les plus importants. Et on arrêtera cette information pour, quelque part, ne faire que finir de terminer la remontée d'informations, puisque nous, en plus, on est dans un système, par rapport au système français, où généralement on a un peu plus de temps pour publier le rapport annuel. Moi, je sors sur le marché avec un rapport annuel qui est complètement ficelé mi-février et qui donc contiendra le CSRD, ce qui met une pression complémentaire en fait pour les équipes néerlandaises aujourd'hui. Donc c'est comme ça que ça marche aux Pays-Bas et donc du coup, le rétro-planning est extrêmement important et il faut absolument que les administrateurs se sentent embarqués là-dedans. D'abord parce que, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, cette séance de ping-pong qu'on a eue progressivement sur la double matérialité avec des gens qui connaissent très bien l'entreprise, mais aussi qui lisent une information qu'on leur met sur la table pour la première fois, on a une lisibilité, mais voilà ce que ça m'évoque, qui est extrêmement intéressante et qu'on peut, en tous les cas que moi je chéris particulièrement parce que c'est quelque part une prélecture par rapport à d'autres lectures de gens qui nous connaîtront un peu moins bien, mais qui penseront qu'ils nous connaîtront bien mieux que nos administrateurs et avec lesquels il va falloir discuter de ces contenus-là. Très bien. Donc, une lecture mi-novembre et probablement un Christmas gift sur le sujet. Sur la base de quelque chose qui aura été quand même déjà bien avancé. Et avec une boîte de chocolat pour faire. Voilà. Alors, on a compris à ce stade qu'un projet CSRD va mobiliser des équipes diverses dans l'entreprise. C'est une bonne pratique. Ça nécessite des réflexions de fond sur un grand nombre de sujets, mais ceux qui sont matériels, significatifs. Mais il est évident qu'il va y avoir des impacts sur la gouvernance. On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises. Donc, il est temps de développer ce point qui va intéresser particulièrement nos membres de Chapter 0 qui participent à des conseils d'administration. Je vais rester avec Julie pour une slide de plus pour nous décrire en quoi cette directive modifie ou précise les responsabilités de l'organe de gouvernance. Oui. On l'a déjà un peu évoqué ensemble, donc il va y avoir ce fameux comité spécialisé. Alors, c'est qu'on a évoqué le comité d'audit, c'est pas forcément le comité d'audit, hein. Le conseil d'administration doit choisir un comité spécialisé qui sera désigné pour avoir cette responsabilité du rapport de durabilité. Et quels sont ces... Donc, on a parlé comité d'audit ensemble parce que je pense qu'en pratique, c'est quand même ce qu'on voit le plus souvent, soit un comité d'audit, soit un comité conjoint avec un comité RSE. Donc, les responsabilités, en tout cas, de ce comité spécialisé désigné par le Conseil, c'est d'expliquer donc comment il a contribué à l'intégrité de l'information en matière de durabilité, donc à l'extérieur. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qu'on vous a remis à droite sur le slide. Un certain nombre d'éléments d'information que l'entreprise devra vraiment publier sur justement la composition de son conseil, les informations sur les enjeux de durabilité qui lui sont transmis, comment ils sont traités,
Donc, un certain nombre vraiment un niveau de transparence sur la façon dont le Conseil s'est saisi du sujet et ce comité en particulier. Le deuxième rôle que je vois, c'est vraiment suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne, de gestion des risques, d'audit interne, assurer quelque part la fiabilité de l'information, comme c'est le cas déjà pour l'information financière. Le troisième point, donc, ça sera de reporter, d'informer l'organe d'administration ou de surveillance des résultats de l'assurance de l'information en matière de durabilité et quelque part des recommandations et des conclusions de l'auditeur de durabilité sur le rapport. Et enfin, de procéder à l'examen au suivi de l'indépendance du vérificateur. Donc ça, c'est un rôle un peu plus classique comme il est sur la partie financière. Exactement. Voilà un peu pour les grands rôles théoriques en tout cas et sur lesquels le comité spécialisé devra quelque part rendre compte euh, à l'extérieur, à l'externe sur sa responsabilité. Donc, Olivier, est-ce que tu as une réaction par rapport à, on peut peut-être laisser cette slide en support, par rapport à l'organisation, aux compétences, au mode de fonctionnement des organes de gouvernance? Oui, alors moi j'évoquais tout à l'heure il y a donc un nouveau comité RSE qui a été créé cette année, avec l'arrivée d'une indépendante qui préside ce comité, avec une expertise RSE. Dans ce comité RSE, il y a également la présidente du comité d'audit, pour justement faciliter le travail entre les deux comités. Et parallèlement à ça, déjà pas mal d'années, il y a un comité exécutif RSE au sein de l'entreprise, donc qui travaille beaucoup sur le sujet. Donc la communication se fait. Favorise la transversalité dont on parlait. Voilà, exactement. Se réunit plus fréquemment que le comité spécialisé. Exactement. Voilà. Entendu. Virginie, est-ce que tu as identifié des impacts ces dernières années? Je crois qu'il faut remonter un peu dans le temps, hein, parce que vous n'avez pas attendu la CSRD pour faire beaucoup de choses sur le sujet. Alors, nous, effectivement, on a démarré, je pense, comme tout le monde, à un moment donné, en se disant on va avoir un comité RSE. Donc, on a au sein du conseil d'administration un comité RSE depuis de très nombreuses années. Et puis, on a eu, comme tout le monde, un Chief Sustainability Officer dans nos équipes, avec une équipe dédiée à un moment donné. Et puis, l'idée, quand même, fondamentale qu'on avait, c'est extrêmement important pour nous. C'est pour nous, partout, dans tout ce qu'on fait, on veut que ce soit durable. Et donc, à un moment donné, ça ne peut pas être à l'apanage d'un département indépendant qui vient repeindre en vert au coin du couloir. Et donc, il fallait que ça diffuse. Et aujourd'hui, on n'a plus de Chief Sustainability Officer. On a effectivement toujours un département sustainability, mais qui est au sein des équipes commerciales et qui est beaucoup plus focalisé en fait sur ces aspects-là, même si je les utilise beaucoup pour contribuer à la partie de reporting non financier. Et on va dire que n'importe lequel d'entre nous, au sein de ses fonctions au quotidien, quelque part, doit avoir absorbé cette coloration-là et l'appliquer. Alors, ça va dans toutes les dimensions. Tous les membres du COMEX sont, par exemple, en plus en charge un comité pour la diversité et l'inclusion. Donc, ça ne me surprendra pas si je vous dis que j'ai Gender Diversity, mais on a un groupe sur l'âge, on a un groupe sur la neurodiversité, etc. Et chaque membre du COMEX, finalement, incarne l'un de ces groupes. Et donc, le board a également accompagné ça. Et donc, la partie vraiment comité RSE du board, elle travaille surtout sur la stratégie et l'offering pour faciliter les choses. Et c'est quand même beaucoup mieux. On a une vraie... un comité d'audit et un comité RSE qui sont composés quasiment des mêmes membres. Ça aide aussi énormément. Mais ensuite, quand on voit la slide de Julie, on voit bien que si on est un peu feignant, moi j'aime bien être un peu feignante, finalement c'est assez simple au travers du comité d'audit de passer dans la même dimension, l'information financière et non financière, elle remonte chez nous par les mêmes tuyaux. Et quel est le rôle du comité d'audit? C'est de valider l'information qu'on va publier dehors et qu'on va utiliser pour commenter sa stratégie. À partir du moment où je conçois et où on conçoit, nous, que notre information stratégique clé, elle est composée d'éléments financiers et non financiers, on ne voyait pas comment, en fait, on aurait pu sortir du comité d'audit. Et je pense que c'est une route qu'on voit apparaître chez plein de gens. Voilà. Donc, Ce qui n'empêche pas, a priori, qu'il y a assez de travail pour le comité RSE, oui, car sinon, au-delà de la CSRD, Oui. il y a quand même des travaux de fond de nouveau, et pas seulement sur le climat, la biodiversité, l'eau. Il y a le long terme. Ça permet aussi quelque part, si on reprend les dimensions décrites, de garder quelque part
un espace clé pour gérer ce très long terme. Sinon, c'est le risque d'être absorbé en ce moment. On entend beaucoup de personnes qui Par sont le absorbées porteur. par le reporting ou Voilà. le court terme de la publication dans les mois qui viennent. Oui, c'est pas l'ultime comité RSE. Voilà. Exactement. Très bien. Je crois est-ce qu'il y a d'autres points à évoquer sur la gouvernance? Parce qu'il est temps presque de conclure d'une remarque ou de suggestion ou de recommandation que vous auriez à ce stade, car nous avons des questions qui arrivent. Tant mieux, ça va être interactif. Est-ce que vous avez une réflexion ou une recommandation sur l'attention apportée par les administrateurs? Alors, moi, c'est pas, enfin, si je peux partager quelque chose, c'est pas une recommandation, c'est plus comment j'ai vécu la CSRD. Je vous avais dit au tout début que j'avais vu un peu une espèce de boîte noire qui faisait un peu peur. Et mon opinion a beaucoup changé parce que je trouve qu'il y a des effets indirects vertueux de la CSRD pour un administrateur. En tout cas, pour moi, ça a eu un effet vertueux parce que ça m'a véritablement boosté et incité à aller plus loin et à creuser un certain nombre de sujets en lien avec la RSE, que ce soit sur le climat, sur la biodiversité. Et je pense que, enfin, je suppose que mon cas personnel n'est pas unique. Je pense que ça va jouer comme ça pour d'autres administrateurs. Et je pense que par capillarité, ça permettra au conseil aussi de monter en compétence sur les sujets RSE. Donc, moi, je trouve que le RSE avec son côté booster a été, pardon, la CSRD avec son côté booster a été vraiment quelque chose d'important et d'intéressant pour moi, en tout cas. Je crois que c'est à plusieurs échelles qu'on a cette capillarité, parce qu'il y a aussi les groupes qui sont en vague 1, qui demandent des informations à leurs fournisseurs, voire qui parlent à leurs clients pour avoir cette idée de chaîne de valeur, d'intégration de la chaîne de valeur. Donc la capillarité travaille à plusieurs niveaux. De ton côté, Moi, je pense que le vrai intérêt de la CSRD et des travaux de l'ISSB, hein, c'est de nous donner un langage commun. On a un langage commun de la finance qui est au travers des IFRS, des US GAAP, c'est pas toujours exactement pareil, mais enfin, on a un langage normé avec sa grammaire, avec sa syntaxe, qui nous permet de lire et de comprendre l'information de la même façon. Et moi, je considère que mon job de CFO, c'est un job de linguiste, hein, vraiment d'aller comprendre la réalité de mon entreprise et d'être capable de maîtriser la langue pour la traduire au mieux et pour pouvoir l'expliciter et pour pouvoir anticiper ce qui nous arrive avec ça. Et donc là, enfin, on va avoir un langage qui nous est donné pour nous permettre d'intégrer pleinement tous ces éléments non financiers qui font partie intégrante de notre stratégie, qui sont peut-être des éléments qu'on discutait un peu à côté, mais qui aujourd'hui sont vraiment au cœur des échanges qu'on a avec nos investisseurs. Et à titre d'anecdote, j'évoquerai la Climate Week de New York où avec les équipes, on s'est dit on va faire un roadshow spécial ESG à cette occasion-là pour vraiment voir nos investisseurs ESG. Ça ne sert à rien. Ça a tourné en discussion générale où on a, comme d'habitude, traité des points financiers et des points non financiers en même temps, ce qui prouve bien qu'on est quand même maintenant dans un moment de bascule. Ah, très bien. C'est une bonne nouvelle, car pendant longtemps, on s'est plaint que les sujets climatiques et environnementaux n'étaient pas évoqués à ces endroits-là. Est-ce que tu as de ton côté une réflexion, un conseil pour nos auditeurs? Pour nos auditeurs, je ne sais pas, Pardon, nos participants. Oui, non, pour moi, mais je pense que c'est aussi en tant qu'auditrice, mais aussi conseil, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de ne pas passer à côté de la vocation première de la CSRD, qui était effectivement aider les entreprises à se poser les bonnes questions sur les sujets de durabilité. Et c'était vu aussi un peu comme un guide pour mieux comprendre son environnement, ses dépendances vis-à-vis de la nature, des personnes, se poser les bonnes questions sur les forces de son modèle d'affaires à long terme, dans un monde à 2, 3 degrés, peut-être 4, les défis aussi, les solutions, moyens pour y répondre et pour rentrer dans une démarche de pilotage de cette information. Donc vraiment, je pense que la CSRD sera bien appliquée si elle résonne quelque part avec ces questionnements-là et qu'elle a pu faire en sorte que ce soit les bons sujets qui soient discutés au niveau des conseils et au plus haut niveau. Je pense que la conformité, dans le long terme, on y arrivera. Et c'est justement ce sur quoi moi je voulais de mon côté insister, c'est le G, la lettre G, donc la gouvernance, parce que c'est en miroir de ce que tu dis, plusieurs études nous démontrent que les organisations, même associations, tout groupe humain qui ont une gouvernance robuste vont prendre de meilleures décisions
Et ainsi, ils vont avoir plus de chances d'atteindre leurs objectifs à la fois financiers et sociaux et environnementaux. Et c'est pour ça que Chapter Zero agit en ce sens. Maintenant, il est temps de passer aux questions des personnes qui nous écoutent en direct. On en a reçu, semble-t-il. Carole, qui est hors champ, va nous lire les questions successivement. Absolument, on a plein de questions et ça c'est merci à tous ceux qui se sont engagés dans ce dialogue. Alors je vais commencer par une facile. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont cherché à appliquer cette année en avance la CSRD? Peut-être Julie, c'est toi qui auras le... Alors, il y en a quelques-unes, effectivement, qui ont commencé à appliquer. Alors, on a vu des doubles matérialités, donc Virginie évoquait sur Arcadis, il y en a eu quand même un certain nombre, et d'ailleurs des documents de l'IFRAG, d'autres organisations de benchmarking. Et on a eu quelques rapports qui, effectivement, commençaient à prendre la structure de la CSRD dès cette année. Donc, on pourra peut-être après, a posteriori, donner les noms si ça vous intéresse. D'accord. Bah, pourquoi pas, je pense que ça sera intéressant. Après, une question peut-être un peu plus... enfin, pareil, je vais commencer par les faciles. Une question sur la formation des administrateurs. Donc, Olivier, tu as parlé de la formation que tu avais reçue. Apparemment, c'est quelque chose qui intéresse en fait les participants. Donc, si tu peux peut-être un petit peu plus détailler. Alors, moi, je suis arrivé, j'ai eu une formation déjà un peu générale qui a été faite par Middlenext, puisque c'est le code de gouvernement auquel fait référence Interparfum. Et là, c'était une formation un peu générale. Et ensuite, les autres formations, on a fait venir quelqu'un de l'extérieur sur la loi Sapin. Voilà, ça, c'était un premier niveau. Et puis, en fait, on a quelqu'un en interne qui travaille sur le sujet RSE et qui nous forme régulièrement, nous, administrateurs, qui est donc dans les murs, si je puis dire, de la société. Et c'était qui nous a fait la formation sur la matrice de matérialité, expliquer. La prochaine, ça sera sur la biodiversité, etc. Donc, c'est un. Voilà. Et donc, ça, c'est ce dont j'ai pu bénéficier et ce que normalement doit faire un conseil d'administration, puisqu'il a aussi un devoir de formation de ses administrateurs. Hein. Je bêtise en disant ça. Mais au-delà de ça, évidemment, ça contribue à évidemment enrichir la réflexion et les débats. Et puis moi, à titre, encore une fois, personnel, j'ai essayé de me former en dehors du conseil, à titre personnel, voilà, que ce soit avec l'IFA, Sciences Po, ou des formations comme ça qui sont assez intéressantes. Je crois qu'il y a toutes sortes de formations qui existent aujourd'hui, avec soit des cabinets spécialisés, bien sûr des Big Four. Si on commence pour des entreprises de vague 2 où la maturité serait faible, une chose très basique, et parfois on en est à ce stade, il faut le reconnaître, c'est la fresque du climat ou des fresques biodiversité et autres. C'est un point d'entrée, un point de discussion, et ensuite on peut aller plus loin. Alors, et puis, comment dirais-je, Chapter Zero participera à cet effort aussi, tout comme... une question un petit peu plus autour de la gouvernance. Comment est-ce qu'on concilie la création d'un comité spécialisé, donc spécifique ou RSE, et la nécessité d'avoir une approche holistique en fait dans le traitement des enjeux au niveau de la société? Comment est-ce que quelle a été votre pratique en fait? Est-ce que vous êtes mis à travailler entre comités? Comment s'est passée cette vision élargie en fait du sujet et transverse au niveau de la société? Alors nous c'est assez nouveau, hein, donc on vient juste de commencer véritablement. Donc j'ai pas encore assez de recul, mais en tout cas il y a un travail sur la répartition des rôles et les champs de compétences communs, puisque quand on a un comité d'audit d'un côté et un comité RSE, il y a forcément des champs qui se recouvrent assez abondamment sur la conformité, sur la communication, enfin sur plein de sujets. Voilà. Je crois que là, en France, en tout cas, le conseil d'administration reste collectivement responsable de ces sujets. Simplement, les comités spécialisés aident à le préparer et vont débriefer. Peut-être que tu peux nous donner Alors, ton très éclairage. simplement, encore une fois, dans l'esprit d'être un peu économe du temps, voilà, très régulièrement, et en particulier par exemple pour le comité d'audit là, qui va arriver en novembre, on invite effectivement les membres du comité d'audit et eux vont venir, mais on a vérifié que la date pouvait convenir à tout le monde et que tous les administrateurs qui souhaitent se connecter, puisque ce sera un comité virtuel,
puissent le faire, ce qui permet en fait, selon l'appétence de chacun, de rester informé. Et par ailleurs, pour apporter un support à la présidente du comité d'audit quand elle vient, on va toujours avoir 2-3 slides de synthèse où on revient sur la double matérialité, où on répète un certain nombre de choses et on utilise, je pense comme tout le monde, un système de documentation pour le conseil d'administration où ils peuvent aller chercher tous les éléments. On ne ferme pas. Et donc, ils peuvent aller naviguer dans les documents de comité s'ils le souhaitent. Par ailleurs, moi, j'avais la chance voilà, d'être en appel d'offres obligatoire aux Pays-Bas cette année pour les auditeurs. Donc, finalement, on a triché un petit peu. On a demandé à tous ceux qui voulaient concourir de venir faire une petite formation aux administrateurs, ce qui permet aussi qu'ils entendent d'autres gens et puis de varier un peu les points de vue. Donc voilà, donc ça faisait partie des petits éléments du contest. Alors, je grade la difficulté. En fait, une question sur la chaîne de valeur. Donc, on a un tout petit peu abordé la chaîne de valeur. Ça demanderait presque, ça va peut-être demander un webinaire en tant que tel, hein, mais quand même, abordons le sujet. Donc, quelles sont vos pratiques en fait en la matière, sachant que sachant que le sujet est loin d'être facile, y compris pour l'exécutif. Alors moi, je peux peut-être, voilà, alors là, du coup, je vais donner l'impression que je mets une casquette de vendeur, mais typiquement, nous, on accompagne nos clients quand on fait un projet pour mesurer l'impact carbone de l'intégralité du projet avec toutes les parties prenantes du début à la fin. Parce que si on attend, je sais pas, ou si on mesure a posteriori, ça va être un enfer. Dans tous les éléments d'entreprise, des decision analytics qu'on peut mettre autour des assets. On met des modules autour de l'adaptation climatique, autour de la décarbonisation, etc. Donc, ça permet quand même beaucoup de choses. Et puis, faut avoir une vraie vision pragmatique des choses avec le coût de l'énergie en ce moment. Mais moins d'énergie, c'est toujours plus vertueux. Donc, même le plus récalcitrant peut trouver qu'il y a un vrai intérêt à dépenser moins d'argent. Donc, ça fait partie quand même des éléments qui sont mis à la disposition des différentes entreprises pour essayer de récupérer de l'information qu'elles vont pouvoir tracer et utiliser, puisqu'une grande complexité, c'est comment obliger tous les départements qui n'ont pas cette habitude à fournir de l'information avec ce qu'on appelle un audit trail, une piste d'audit qu'on puisse remonter et qu'on puisse valider. Mais Julie, tu as peut-être un éclairage, puisque pour les ESRS, il va falloir, sur pas mal de sujets, intégrer la chaîne de valeur, que ce soit au-delà du carbone, il peut y avoir des impacts biodiversité, il peut y avoir des impacts sociaux. On demande en lien avec le devoir de vigilance, qu'est-ce qu'on fait avec nos fournisseurs, et parfois les fournisseurs de nos fournisseurs. Comment est-ce que tes clients travaillent là-dessus? Alors, c'est très variable en fonction des secteurs d'activité et des entreprises où certaines ont déjà une extrêmement bonne traçabilité de leurs matières clés, de leurs produits clés, et qui vont, si on prend la fonction achat par exemple, et qui jusqu'alors en 5, 6, 7 sont capables vraiment de tracer de façon précise qui traitent ces sujets-là et d'avoir une bonne maîtrise de leurs enjeux de durabilité, enfin, en tout cas une bonne compréhension. C'est pas le cas de tous, hein. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui déjà connaissent bien leur rang 1, ça, en général ça va, le 2, ils vont pas plus loin. Donc il y a quand même vraiment, je pense, un premier enjeu de travailler, notamment avec la fonction achat, sur une cartographie fine de ces enjeux, des acteurs, et d'aller plus loin là où il y a des enjeux de durabilité qu'on sent comme vraiment très matériels. Donc, comme je disais, sur certaines matières, certains produits, certaines zones géographiques, quand on sait que la matière vient d'une certaine zone. Sur l'aval, c'est encore un peu différent. Mais donc, il y a vraiment lancer quelque part des cartographies de risque assez pointues et en allant être assez transparent jusqu'où on a pu aller et quelque part où sont les zones sur lesquelles il faut travailler, parce que ne serait-ce que dans l'analyse de double matérialité, je pense qu'il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui effectivement n'avaient pas forcément une cartographie extrêmement claire, ne serait-ce que de l'ensemble des fournisseurs en deux, et capable vraiment de savoir précisément où c'est l'enjeu de durabilité. C'est toléré dans la CSRD, hein. Il y a quand même aussi des périodes transitoires sur toutes les informations quantitatives issues de la chaîne de valeur de 3 ans. Donc voilà, je pense qu'en revanche, l'important, c'est d'utiliser ce temps à bon escient, parce que c'est quand même des choses, comme disait Virginie, a posteriori, c'est que c'est quand même assez fastidieux
même s'il y a de plus en plus d'outils qui existent, d'arriver à avoir une bonne Oui, intensité de ces enjeux. Je crois qu'il faut choisir parce que malheureusement, il y a quelques objectifs qui peuvent s'avérer contradictoires quand on les met ensemble. Typiquement, ben voilà, on veut aller en 5, 6, 7, bien connaître ses fournisseurs. Bon, si on en a des milliards, ça devient très compliqué. Et par ailleurs, quand on est une entreprise à rayonnement international, comme beaucoup d'entre nous, on a quand même un objectif de s'inscrire dans les communautés avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on sert, dans lesquelles on travaille et qu'on on sert. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est faire travailler des locaux. On peut même avoir, nous, dans les métiers dans lesquels on a, des objectifs de contenus locaux imposés par des pouvoirs publics quand on est dans des appels d'offres. Et donc là, typiquement, on va se retrouver dans des trucs qui ne fonctionnent pas du tout ensemble, parce qu'il est très difficile, parce qu'on fait un projet au Canada et qu'on fait travailler une communauté de natives, d'avoir les informations dont on a besoin pour remplir la CSRD. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels c'est important d'avoir un comité RSE parce qu'il va falloir à un moment donné faire des choix un peu arbitraires sur est-ce qu'il y a des choses qu'on arrête, est-ce qu'il y a des choses qu'on fait quand même, est-ce qu'on est OK pour avoir une info qui a l'air un peu moins bien, mais on a l'impression on respecte nos valeurs. Et donc ça, il faut qu'on ait ce comité, entre guillemets, des administrateurs sages pour pouvoir prendre du recul et dire, OK, on va accompagner l'entreprise si elle veut faire ça ou pas, et dans quelle mesure. Aider à ces arbitrages et à cette Ouais. prise de recul. Carole, une ou deux, on a encore 5 minutes. Oui, encore une ou deux questions. Une très très concrète en fait sur les agendas des conseils globalement. Quelle est la part du temps passé par vos conseils sur la CSRD? Est-ce que ça a augmenté le nombre de réunions? Est-ce que ça comment concrètement? Je pense que ça diminue. Ça dit Ça diminue parce qu'on est en train de le rentrer quelque part dans le processus régulier. Et donc, du coup, c'est un sujet parmi d'autres. Voilà, donc une fois qu'on aura eu cette grosse réunion et qu'on aura passé la première publication, on va pouvoir revenir à des sujets de RSE plus long terme. Alors, peut-être que Arcadis est spécialement en avance. Est-ce que c'est le cas, Julie, ou de tes clients ou chez Interparfums? Je pense que ça reste des sujets qui sont effectivement à l'agenda quand même cette année. Certains disent qu'on passe la moitié de notre temps sur la CSRD. Bon, je pense que c'est quand même des sujets qui sont hauts dans l'agenda. Après, de quantifier, c'est compliqué, ça dépend des entreprises. Mais je pense qu'effectivement, ça va à terme rentrer plus dans le quotidien du comité d'audit, plus dans le quotidien du comité RSE sur certains sujets précisément, et dans l'organisation générale de l'entreprise et sa gouvernance. La question, ce sera Et le après, feedback dans 6 mois, non? Une fois que tout le monde aura sorti sa première tout le version, monde va se comparer on la va se dire, ah, est-ce qu'on a raconté la même histoire? Mais bon, ce qui est formidable quand même, c'est qu'on parle plus de durabilité et de transformation des entreprises dans tout ça. Alors ça, c'était justement, en fait, peut-être je vais comment dirais-je, avoir deux questions. C'est quelle maturité, en fait, vous observez s'agissant de l'émergence d'une valeur de durabilité, en fait, de l'entreprise? Est-ce que on commence à parler goodwill, badwill? Est-ce que cette notion-là, donc, est-ce que quelque part, il y a un return, en fait, de cet effort-là? Et ça, c'était la première question qui peut être couplée avec la deuxième, c'est qu'est-ce que vous percevez, mais vous avez déjà en partie répondu, est-ce que vous percevez quand même que la CSRD aurait atteint une partie de ses objectifs dans la mise en mouvement des entreprises dans lesquelles je pense qu'il y a déjà eu un début de réponse sur celle-là. Moi, je répondais, quand j'évoquais le fait que ça m'avait boosté, c'était vraiment à titre personnel, sachant que chez Interparfums, la société est mise en mouvement sur le sujet depuis pas mal de temps, quoi. Ils ont pas attendu la CSRD pour se mettre en mouvement. Donc, mais je pense que c'est, encore une fois, une manière d'embrasser un peu plus le sujet au niveau des acteurs opérationnels et des acteurs non opérationnels. Je pense que c'est ça aussi, là. C'est un peu un trait d'union entre les deux. Donc, ça c'est le vertu aussi, je trouve. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Oui, je pense que effectivement, la plupart des entreprises connaissaient déjà ces enjeux, mais pour moi, c'est plus un accélérateur et qui a permis quand même soit d'aller plus loin sur certains sujets, soit quand même de lever le voile sur certaines zones d'ombre. Je pense à des sujets comme la biodiversité qui étaient quand même, sur lesquels ils sont plus émergents et sur lesquels il y a également encore beaucoup d'entreprises qui ont encore des progrès à faire, ne serait-ce que dans la bonne identification de leurs enjeux. Donc ça a mis en lumière quand même certains sujets aussi.
Et ce qu'on sent quand même, c'est que la vague 2, où il y a là des milliers d'entreprises en plus, qui n'étaient peut-être pas toujours soumises à un rapport de durabilité précédemment, ça les met en route. Plusieurs d'entre nous, et nous étions au Salon Pro Durable, la CSRD avait une part de voix très importante. Donc oui, je crois que cette directive sert aussi à nos entreprises déjà avancées à parler à nouveau à ses fournisseurs et à ses clients dans sa chaîne de valeur, où là, ce n'était pas toujours le cas. Et puis, ça nous remet au centre, quelque part, de la responsabilité de l'information dont on discute. Je me souviens d'une discussion qu'on avait eue chez Chapter Zero il y a de ça un peu longtemps, où il y avait des ONG qui se mettaient à mesurer toutes seules les émissions carbone des différentes usines, etc. Et ensuite, vous vous trouvez en tant qu'administrateur ou en tant que dirigeant, finalement, interpellé au sujet de chiffres qui ne sortent pas de vos équipes et que vous ne reconnaissez pas. Et donc là, en normant tous ces éléments-là, ça nous permet de redevenir aussi quelque part responsable et en charge de notre propre avenir et de pouvoir discuter nos plans d'action et notre futur comme on le souhaite. Donc, merci Carole de nous avoir transmis ces questions. C'était la dernière, je crois que le temps imparti à notre discussion a été écoulé. Je voulais vous remercier tous vivement, déjà Deloitte pour nous avoir accueillis dans leurs locaux, mais Julie, Virginie, Olivier pour vos témoignages, et vous tous qui nous avez écoutés et interrogés à distance pendant cette dernière heure. Je suis certain, ayant écouté les débats, là, que vous allez reprendre vos activités professionnelles avec quelques informations utiles pour poursuivre notre mission collective de contribuer à la résilience et à la transition environnementale de nos entreprises. Donc, merci pour votre attention. Avant de finir, je voudrais vous signaler le prochain événement de Chapter Zero France co-organisé avec le Forum de Giverny qui aura lieu le 20 novembre en présentiel à Paris. Il s'intitule « Comment réinventer les modèles d'affaires de nos sociétés pour décarboner et respecter les limites planétaires ». Donc vous trouverez le lien sur Internet en matinée le 20 novembre à Paris. Et enfin, si vous pouvez rester en ligne quelques secondes, vous allez voir apparaître un bref questionnaire qui nous permettra de recevoir votre feedback et vos suggestions pour de prochains webinaires ou réunions en huis clos. Donc merci à tous et à vous de jouer.